vous invite à vous asseoir dans le petit coin. On va respecter la distanciation, je vais y arriver. Alors justement, je disais que vous êtes un peu l'artisan derrière cette fameuse qualification, on ne dit pas certification, SecNumCloud. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler peut-être les enjeux de cette qualification ? Les enjeux ils sont assez simples, c'est quelque part de transmettre une confiance. Je ne sais pas comment font les clients d'Outscale ou des autres offres pour savoir qui est de confiance ou pas, c'est très compliqué je pense. Et donc une partie de nos missions, c'est justement d'être capable de désigner les acteurs qui sont compétents et de confiance, compétents, capables d'opérer des solutions pour une grande complexité, mais également de confiance. Ça veut dire que quand un client va aller mettre des données, des process au sein de ses clouds, il faut qu'il soit certain que les attaquants, les hackers, dont vous parliez à l'instant, ne vont pas être capables d'y accéder, mais qu'également d'autres risques, par exemple de nature juridique, ne vont pas s'appliquer sur ces données. Oui. Et donc le rôle de cette certification, qui se traduit en qualification, je ne rentre pas dans le détail, mais ça veut dire en gros que c'est bien l'État français qui s'engage sur la qualité de la solution, eh bien c'est d'être capable de dire, voilà, telle solution, elles ont fait cet effort de certification, d'évaluation, et on peut leur faire confiance. Voilà. Et donc nous, on s'engage sur le fait que c'est vraiment quelque chose vers lequel il faut aller, que c'est vraiment d'un très haut niveau de sécurité. Parce que ça ricoche sur le client, parce que vous dites, c'est pas juste un catalogue d'état de l'art, de certification, de qualité, de technologie, de sécurité. C'est aussi un gage, comme vous l'avez dit, de confiance pour celui qui achète, c'est exactement ça. Qui souscrit. Le but, c'est vraiment de guider ceux qui ont des données critiques, des systèmes critiques à héberger, vers où aller. Enfin, moi, je rencontre beaucoup d'entreprises qui sont parfois un peu perdues, finalement. Avec qui je travaille? Est-ce que je travaille avec les plus connus, avec les plus chers, avec les moins chers? Enfin, c'est très difficile, finalement, de choisir. Et donc, notre rôle pour les guider, pour les aider, c'est pas obligatoire encore, mais peut-être que ça deviendra un jour, d'ailleurs. Qui sait, pour les systèmes les plus critiques, eh bien, c'est de leur dire, voilà, ces solutions-là, vous pouvez y aller. Pas les yeux fermés, parce qu'en général, le client reste responsable en partie de ce qu'il fait dans le cloud. Hein. C'est pas magique, le cloud. Mais au moins, là, il y a une base qui est sérieuse et qui est vraiment de confiance. Alors, on parle de complexité qui est masquée, mais cette certification SecNumCloud, en quoi c'est facile à obtenir? Vous avez mis combien de temps, par exemple, chez Outscale, 3DS Outscale? Combien de temps vous avez mis? Combien d'efforts? Alors, déjà, qu'on a créé Outscale, on l'a créé... avec un design de sécurité à la base. La sécurité était au cœur des préoccupations. La fameuse certification ISO 27001. Voilà, on a donc passé tout de suite l'ISO 27001 pour pouvoir avoir un socle assez fort. Et on a embauché un certain nombre d'experts en sécurité pour être sûr de répondre à tout un tas d'exigences qui pouvaient venir. On a bien étudié tous les efforts qui étaient faits sur ce sujet au niveau français, européen ou mondial. Mais c'est vrai que lorsqu'on a eu la norme et qu'on a dû l'implémenter, c'est vrai que c'est quelque chose d'un niveau extrêmement élevé. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en place? Alors, les choses les plus difficiles à mettre en place dans la norme, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui connaissent l'ISO, ils vont se dire oui, ok, il suffit de dire que si on ne fait pas ça, il suffit d'expliquer pourquoi. Dans la norme SecNumCloud, il faut tout faire. Tout ce qui est écrit dedans, il faut le faire. On ne peut pas dire je ne le fais pas parce que ça ne me concerne pas, parce que j'estime que le risque n'existe pas. Non, il faut appliquer la norme comme elle est. Et puis, il faut mettre tout un tas d'équipements de sécurité, il faut mettre en place des procédures qui prennent du temps et des people, il faut se déconnecter d'Internet pour tout ce qui est la partie administration. Tout ça, c'est des choses qui sont complexes, qui coûtent assez cher, il faut le dire. Il y a un surcoût du fait de mettre en place ce type d'architecture. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été pensé. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y a du feedback qui vient de la réalité du terrain, des choses auxquelles nous, on n'a pas accès en tant que civil. Oui. Ça, il y a des idées, en fait, dans la norme. Guillaume Poupard, justement, c'est ce que vous constatez aujourd'hui, alors vous pouvez peut-être parler pour l'État, c'est que du côté des utilisateurs, cette fois, cette norme, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Dans les appels d'offres, ça devient un critère important? Vous avez déjà beaucoup d'entreprises qui vous disent tiens, c'est formidable ce que vous avez fait avec SecNumCloud? Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. C'est-à-dire que avant, on a vécu une période où l'informatique, ça devenait du soutien, c'est quelque chose qui devait fonctionner sans que ça se voie et qui devait coûter le moins cher possible. Aujourd'hui, les grands acteurs, qu'ils soient publics ou privés, ils comprennent bien que leurs données, leurs process critiques, tout ça, c'est leur richesse, c'est leur valeur. Et donc, on ne peut pas s'en débarrasser. Oui. Voilà. Donc, le fait de passer par des offres de confiance, des offres qui soient d'un haut niveau technique, qui protègent réellement les données, y compris contre les attaques de nos alliés, parce que parfois ça arrive, eh bien aujourd'hui, je pense que tous les décideurs ont bien ça en tête et ils sont prêts, je l'espère, à mettre le petit surcoût en termes de prix,
pour être capable d'accéder à ces offres de confiance. Par contre, ils ne sont pas prêts à transiger sur la qualité des offres. Donc on doit être capable de combiner un haut niveau de sécurité et de confiance, un haut niveau de fonctionnalité, et le tout probablement dans des coûts qui restent raisonnables. Donc c'est ça l'équation qui n'est pas simple à résoudre probablement, mais je pense qu'on a une bonne piste en France, avec de beaux acteurs, objectivement, des acteurs qu'on peut qualifier de confiance, ce mot de confiance il revient constamment, mais c'est la réalité. Outscale, évidemment, notre hôte aujourd'hui, mais également, je l'ai cité, je suis désolé, des boîtes comme OVH, comme Scaleway, avec qui on aime bien travailler, parce que voilà, ils sont innovants, ils ont compris les bases des questions de souveraineté, qui ne sont pas des questions de fermeture. Il n'y a quand même pas beaucoup d'acteurs qui ont cette certification, cette qualification. Ah oui, ça demande un effort, ça prend un certain temps. C'est un investissement pour les acteurs qui y vont. Et moi, je respecte le choix d'y aller ou de ne pas y aller, ou de retarder les choses. Mais globalement, il n'y a personne qui me dit que ça n'a pas de sens, ce qui est écrit dans ces référentiels. Donc, il y en a qui s'y sont lancés très très vite, et je les en remercie. Il y en a d'autres qui vont venir un peu plus en décalé. Mais globalement, on a quand même beaucoup d'acteurs en France. On dit toujours, oui, mais bon, on n'a pas les industriels en France. C'est faux. C'est faux. On a ces acteurs. Et il y a certaines solutions, par contre, certaines technos qu'on n'a pas forcément, d'où l'idée de leur permettre de venir en France, mais dans des conditions qui sont les nôtres et qui ne sont pas celles d'autres pays non européens. Et donc le fait de construire, mais d'avoir finalement tout un écosystème, même avec une certaine forme d'hétérogénéité, je pense que c'est bien l'objectif qui est recherché pour permettre aux bénéficiaires de choisir la solution qui leur convient le mieux. Mais du côté de l'État, aujourd'hui, c'est requis, Secnum Cloud. Non ? Pas encore. Pas encore ? Pas encore. Non, c'est vraiment, on est dans une phase où on met en place les éléments pour permettre d'avoir un ensemble d'offres. Imposer des offres qualifiées à un moment où il n'y en a pas encore suffisamment sur étagère, c'est une erreur. Parce qu'on met les gens... Contraintes. Simplement, on donne des obligations qui ne sont pas réalisables. Donc ça, il n'y a rien de pire en sécurité. Donc on est bien dans une phase de construction de cet écosystème. Et quand on aura suffisamment de variabilité, d'hétérogénéité dans les offres, et que finalement tous les besoins pourront être satisfaits, là ça pourra devenir un peu plus normatif. Mais déjà aujourd'hui, proposons les offres, incitons les gens, faisons appel, l'obligation c'est pas la solution à tout. Donc il faut inciter justement à venir vers ces offres de confiance, et les gens y viennent assez naturellement, objectivement, et je suis certain que même sans forcer les choses, ça va se faire naturellement. Et puis en plus, je note votre idée de guide, parce que beaucoup de gens demandent, beaucoup d'entreprises utilisatrices demandent avoir ce guide qui est proposé par le Secnum Cloud. Alors, est-ce que demain, je sais que vous œuvrez du côté européen cette fois, est-ce que demain on peut imaginer que Secnum Cloud soit un peu comme, à l'instar du RGPD et de la CNIL qui sont montés, enfin le RGPD qui est venu de la CNIL qui est monté au niveau européen, est-ce que Secnum Cloud pourrait demain servir de référentiel européen pour la sécurité? C'est quelque chose que vous imaginez? C'est l'objectif, on y travaille, c'est quelque chose qui est déjà bien engagé. En fait, la logique c'est de travailler à l'échelle européenne. On fait ça aujourd'hui au niveau national, mais presque par défaut. C'est-à-dire qu'il faut qu'on montre que ça peut fonctionner. Donc c'est une démarche qu'on a eu dans pas mal de domaines de sécurité jusque-là et qui ont fait leurs preuves. Tout ce qui est protection des opérateurs critiques, ce sont des démarches que l'on a menées nationalement en France et en Allemagne qui ont incité tous les développements européens, je ne rentre pas dans le détail, mais avec des directives, avec des choses très précises en termes de droit. Mais objectivement, l'équation, elle n'a de sens qu'à l'échelle européenne, à mon avis. Et notre périmètre de droit commun, c'est l'Europe. C'est plus la France pour la plupart de ces questions-là. Donc on va faire monter ça, on est en train de faire monter ça à l'échelle européenne. On a le cadre réglementaire pour le faire, c'est le Cyber Act, c'est un texte réglementaire européen qui date de 2018. Et en ce moment, on travaille beaucoup avec l'ENISA, qui est l'Agence européenne pour la cybersécurité, pour faire émerger des schémas de certification. Et parmi ces schémas, on va retrouver les produits de sécurité, la 5G, le cloud, tous les produits industriels. Et donc l'idée, c'est bien d'avoir un schéma de certification comparable à Secnum Cloud. La différence par rapport à ce qu'on a fait en France, c'est que la mécanique européenne prévoit 3 niveaux. Toujours comme ça en Europe, il y a toujours 3 niveaux. Et donc nous, sur le niveau élevé, on souhaite que ce niveau élevé s'aligne sur ce que l'on a fait en France avec Secnum Cloud. Et donc tout l'enjeu, c'est ça, c'est de porter nos idées. D'ailleurs, elles sont bien accueillies, nos idées. Et d'expliquer que pour ce haut niveau de sécurité, il nous faut une sécurité technique et opérationnelle. Il nous faut également une sécurité juridique. Sécurité juridique, ça veut dire que pour les systèmes les plus critiques qui sont hébergés dans les clouds de niveau élevé, seul le droit européen s'applique. Ça peut paraître une évidence dit comme ça. Quand on rentre dans le détail, c'est beaucoup plus complexe. Donc c'est ça le combat qu'on est en train de mener en ce moment, dans l'intérêt de la France, mais surtout dans l'intérêt de l'Europe. Bien sûr, et puis il faut aligner tous les pays européens qui sont justement, on a vu encore récemment, certains font un peu dissidents parce que chacun voit son midi à sa porte, comme on dit. Oui, on discute. En fait, ce qui est très important, c'est d'expliquer qu'on n'est pas en train de faire du protectionnisme. Le gros mot dans cette affaire-là, c'est le protectionnisme. Donc on n'est pas en train de fermer l'Europe et de dire on ne veut pas de technologie américaine, israélienne, chinoise. Non, on veut fixer nos règles
et après ceux qui sont capables de répondre à ces règles, de suivre nos recommandations, de suivre ce qu'on demande, même ce qu'on exige, eh bien ceux-là, ils sont les bienvenus. Et c'est ça qu'on est en train de construire aujourd'hui. Donc bien évidemment, on est ravis quand ce sont des acteurs français qui s'y développent, on va pas se mentir, mais on ne veut pas non plus fermer le marché, à mon avis, ça n'aurait pas de sens. Oui. Et puis comme vous dites, hein, il y a un pragmatisme qui est assez rare du côté de l'État, vous l'avez dit tout à l'heure. Hein, Non, il y en a d'autres. De le faire. Vous expliquez tout à l'heure qu'il y a une construction, mais il y a aussi une co-construction parce que vous ne travaillez pas seul. Vous travaillez peut-être avec, je crois que vous êtes impliqué aussi dans cette idée de grandes normes européennes, vous travaillez avec énormément d'acteurs. Faire ça tout seul au sein de l'ANSSI, on a beau être les meilleurs du monde, ça n'a pas de sens. Il faut être capable de parler avec ceux qui développent, ceux qui savent faire du cloud. Nous, on ne sait pas faire du cloud, on sait faire de la sécurité et on transpose nos idées de sécurité sur ces technologies innovantes, mais ce n'est pas nous qui les inventons, ces technologies. Et on parle beaucoup également avec les bénéficiaires, avec toutes ces entreprises, avec tous ces opérateurs que l'on régule par ailleurs, à qui on demande de faire de la sécurité. On a vraiment besoin de comprendre quels sont leurs besoins et de voir comment est-ce qu'on arrive finalement à trouver un bon équilibre entre des questions de fonctionnalité, de sécurité, de coûts. Tout ça, évidemment, c'est pas juste de la sécurité. Voilà, on n'est pas, si on s'enferme dans notre tour d'ivoire pour faire de la sécurité, on est sûr de ne pas être au rendez-vous. Donc parler avec cet écosystème, et ça se passe plutôt bien d'ailleurs, je surveille Laurent du coin de l'œil, mais c'est parce que cet écosystème se plaît à parler de sécurité ensemble en France. On va faire ça au campus cyber, j'en profite pour faire de la pub pour ce projet qui me tient beaucoup à cœur. Voilà, on sait faire ça en France. Maintenant, il faut qu'on soit capable de le faire au niveau européen, d'aller expliquer aux uns et aux autres les bonnes idées qu'on a eues, d'aller prendre leurs idées à eux, pour réellement être capable de construire ce cloud de confiance. Oui, et puis qui est très important, on vient d'entendre, parce que justement, c'est aussi ce qui va démarquer l'Europe par rapport à d'autres nations. Parce que... Sans sortir de mon rôle, le but, c'est quand même que l'Europe ne soit pas uniquement un marché de consommateurs. On n'est pas juste là pour consommer les offres qui viennent de pays extra-européens. Donc, on veut vraiment être acteur, on veut fixer nos règles. Vous citiez le RGPD. Le RGPD, c'est ça en fait. Oui. C'est une très belle réussite parce qu'on a dit, voilà, les données personnelles, c'est pas de la donnée marchande, on ne fait pas n'importe quoi avec, et voilà les règles. Et ça marche. Ça marche. Ça fait parfois râler. Parfois, ça part en justice, mais ça fonctionne. Et finalement, même en dehors de l'Europe, moi, je vois beaucoup de pays qui nous disent mais c'est génial ce truc-là. Il y en a plein qui reprennent l'idée du RGPD. Et donc, le RGPD, c'est une loi à portée extraterritoriale, si on inverse un petit peu les critiques qu'on fait parfois à d'autres, et pour la bonne cause, objectivement. Et donc, sur les questions de sécurité, je pense que c'est pareil. On nous regarde de près parce qu'on a une approche à la fois exigeante et très éthique de ces questions de sécurité. Et surtout, on ne confond pas sécurité des systèmes d'information avec sécurité ou contrôle de l'information. Donc voilà, c'est pour ça que le périmètre européen, c'est un périmètre de droits partagés, de valeurs partagées, et en même temps, il y a un tel marché, il y a de tellement beaux industriels sur cette plaque-là que ça n'a pas de raison de ne pas fonctionner. Bien sûr. Donc moi, je retiens éthique, co-construction avec les différents acteurs, cette notion d'écosystème, et puis cette idée d'élever un peu le niveau, de faire en sorte que ce qui fait l'excellence française, eh bien, devienne après une espèce de référence européenne. On vous remercie énormément.